Bonjour, on est le dimanche 4 avril 2021 avec une météo qui semble indécise parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer. Encore une fois, le ciel est chargé. Bon, il fait quand même un petit peu froid à l'extérieur, mais sans plus. Sans plus. Donc, ce dimanche passe de manière très très calme. On n'a pas beaucoup de promeneurs parce qu'en fait il fait froid. Vous comprendrez que quand il fait froid, les gens n'ont pas envie, trop envie de sortir. Ici, je vais faire une vidéo qui va commencer à entrevoir l'architecture, je dirais l'architecture, parce que l'architecture, on peut voir l'architecture de beaucoup de choses. En tout cas, l'architecture interne, euh, architecture interne des circuits logiques. Circuits logiques. Alors, sur base de ça, je peux commencer à discuter sur le passé en se disant que c'est d'entrevoir le passé. Dans le passé, qu'est-ce qui se passait? Pour envoyer des informations, la communication entre personnes est, on va dire, est innée. Bon, l'être humain a été créé et il y a des échanges entre êtres humains au point de vue des communications. L'être humain a toujours voulu échanger, discuter, dialoguer, parler pour raconter des histoires, parler pour vendre un produit, parler pour discuter d'une affaire d'État, parler pour... enfin, les discussions peuvent être amicales ou, sociales ou de type apprentissage ou de type... enfin, il y a toutes sortes de types voilà, de dialogue, de discussion. Quelqu'un qui veut acheter une habitation, il va négocier. Et la négociation, c'est un dialogue, c'est une communication avant tout. Acheter un produit ou acheter quelque chose, c'est d'abord penser et puis après dialoguer pour échanger, pour savoir quelle est la qualité du produit, savoir s'il n'y a pas différentes couleurs, avoir une certaine taille, et on demande à une personne. Donc, le dialogue est inné à l'être humain au travers de la parole, mais les animaux aussi ont une forme de communication. Il n'y a pas que les êtres humains qui communiquent. Bon, il y a beaucoup les insectes communiquent entre eux, les animaux communiquent entre eux, et beaucoup de choses communiquent entre eux. Beaucoup de choses communiquent entre eux. Alors, maintenant, c'est de créer une architecture de dialogue qui va faire le travail, qui va faire des travaux. Donc, créer une architecture de dialogue. De telle manière à ce que, bon, le dialogue, parfois, c'est quelque chose qui intervient au niveau professionnel. Donc le dialogue, parfois, c'est un travail. Par exemple, je pense aux journalistes, quand ils parlent, ils dialoguent, enfin, ils informent la population. Ouais, c'est vrai que là, c'est pas un dialogue, hein, parce qu'ils informent la population. C'est, on va dire, ils s'adressent, voilà, à leurs auditeurs, mais leurs auditeurs n'ont pas d'échange à première vue. Dans un premier temps, ils n'ont pas d'échange. Ils peuvent échanger par la suite par email en disant qu'ils ne sont pas d'accord avec un événement ou une information, où ils sont contents d'avoir vu quelque chose, donc ils peuvent renvoyer un email, bon, comme quoi ils sont contents. Il peut y avoir un échange, mais je veux dire indirect. Quand il y a un journal parlé, par exemple, le journal parlé, c'est vrai que le journal parlé, c'est l'opposé d'un journal qui n'est pas parlé, parce que les premiers journaux étaient écrits. Voilà, les premiers journaux étaient écrits. D'ailleurs, on dit la presse écrite, et puis après est passé le journal
télévisé. Et télévisuel, bon, la différence, on écrit, ce n'est pas des choses écrites. Si, c'est écrit, mais ils lisent et ils informent par parole. Donc c'est une presse, on va dire, parlée, contrairement à la presse écrite. Et certains, donc un journal pareil, c'est pas un dialogue, hein, c'est une information. On peut avoir, voilà, envoyer un email comme quand on n'est pas d'accord ou on est content de quelque chose, d'une émission, quoi, ou qu'est-ce. Mais c'est vrai que le journal pareil, c'est pas un dialogue, hein. Il informe la population, il lit, il informe la population, il lit les informations, et bien sûr, il dit les informations de manière parlée. Donc là, c'est pas un dialogue. Un dialogue, quand je dis dialogue, c'est l'échange entre deux personnes. Alors on peut se parler à soi-même, c'est ce qu'on appelle un monologue. On peut faire un monologue, on se parle à soi-même, mais on peut parler avec une seconde personne, c'est ce qu'on appelle un dialogue parce qu'il y a deux personnes. Et alors on peut avoir plusieurs personnes et avoir des discussions euh, de dialogue entre deux personnes, mais dans une réunion par exemple. S'il y a 36 personnes qui parlent en même temps, on ne comprendra rien. Le dialogue doit rester, voilà, ça doit rester pour avoir le schéma de la communication, c'est-à-dire avoir un émetteur, un récepteur, un message, bien sûr, qui puisse être codé. Il ne faut pas qu'il y ait 45 000 messages dans les pourtours, sinon un seul message ne sera pas décodé, il va être brouillé. Donc, euh, qu'est-ce qu'il faut faire? Ben, quand on a un dialogue, pour respecter le message de communication, il faut un émetteur, un récepteur. L'un parle pendant que l'autre écoute. Et quand l'autre a écouté, il répond. Il n'y a pas deux personnes en même temps qui parlent parce qu'à ce moment-là, on ne se comprend plus. On ne se comprend plus. C'est un brouhaha, voilà, un mélange voilà, de sons qui va rimer à rien. On aura compris qu'une partie du message, une autre partie, bon, sera dans les méandres, voilà, de la poubelle. Poubelle qu'on dit en anglais, oui, West Paper Bin. West Paper Bin, ça veut dire, West Paper Bin, ça veut dire qu'on met, bon, à la poubelle, ce qui n'a pas été décodé, on le tape à la poubelle. Le cerveau le tape à la poubelle, hein, il n'en a pas besoin. Lui, le cerveau, il va pas commencer à ramasser un brouhaha et voilà, le mémoriser, il s'en fout du brouhaha. Lui, il prend le brouhaha, il le tape à la poubelle, hein. Hein, donc lui, le cerveau il va s'intéresser à ce qui est décodage, c'est-à-dire ce que, en fonction d'une langue, s'il comprend une langue, ben, le cerveau va aller rechercher les informations, les décoder, et pour que la personne puisse répondre, avoir un stimulé de réponse. Donc c'est tout un... Si on devait phaser ça, bah, euh, c'est un- c'est différents aspects, hein, c'est différents aspects. Donc on pourrait décortiquer tous ces aspects-là et aller au moindre détail et voir que vous allez voir que l'architecture, le dialogue, c'est quelque chose de, je veux dire, on va dire de phasé, mais tout se passe très vite que on n'en voit plus le schéma. Le schéma, il disparaît. Et donc je disais que certains dialogues sont le fruit euh, d'un travail. C'est un travail, un dialogue professionnel. C'est-à-dire que la personne parle pour gagner sa vie. Et je pense aux vendeurs, je pense aux journalistes, je pense à d'innombrables métiers où ces innombrables métiers, bon, nécessitent la parole pour gagner leur vie. Nécessitent la parole pour gagner leur vie. Bon, d'autres ont besoin de parole, bien sûr, pour avoir un état d'âme, on va dire, pour avoir une satisfaction personnelle. Donc, ils dialoguent pour avoir une satisfaction personnelle, pour être, on va dire, voilà, l'être humain est fait pour, il a une bouche et des oreilles pour écouter, entendre et écouter, c'est pas la même chose. Et il a une bouche pour parler, pour manger, pour parler. Bon, sa bouche, ça sert à plusieurs choses. Mais, je veux dire, il, une personne qui ne parle pas, c'est pas bon pour le moral. Bon, donc, une personne doit parler pour avoir un moral, je veux dire, au beau fixe. C'est comme manger. Vous mangez parce que vous avez besoin de manger, c'est une nécessité, on va dire, on va dire vitale. Si vous ne mangez pas, vous mourrez. Mais
Parler, c'est une nécessité morale. C'est-à-dire que si vous ne parlez pas, bon, vous risquez d'avoir des petits problèmes, voilà, des problèmes, voilà, qui va concerner la morale. Donc vous n'aurez pas une satisfaction concernant, je veux dire, voilà, vous ne serez pas satisfait parce que vous ne parlez pas, vous ne serez pas content, on va dire ça comme ça. D'autres ont des maladies mentales où ils ont un blocage au niveau de la discussion. Ils ne savent pas discuter parce qu'ils ont un blocage. Certains ont des blocages. Chacun fait comme il est conçu. Voilà, maintenant, si ça constitue une dérive, bon, il y a toujours les soins qui peuvent être apportés. Bon, ceci dit, c'est une parenthèse. L'architecture interne des circuits logiques, je vais voir ici l'architecte. Je ne sais pas si je me suis trompé. Architecture, ouais, c'est bon. On dirait que je ne l'ai pas fait correctement. On dirait que je ne l'ai pas écrit correctement, mais il écrit correctement. Architecture, ouais, c'est bon. Pas de problème. Donc, l'architecture interne des circuits logiques, eh bien, je vous disais que il y avait des personnes qui dialoguaient et gagnaient leur vie par le dialogue. Ou en envoyant juste des informations et gagnaient leur vie. Je pense par exemple à des chefs, ou des personnes qui sont dans certaines écoles qui professent. Donc le dialogue, enfin, ils ont plutôt, on va dire, ils font un. Qui, ça se passe de manière ex cathedra. Il y a une personne qui parle. Là, c'est une architecture maître-esclave. Il n'y a qu'une seule personne. C'est la personne qui commande, qui parle. Les autres, les esclaves, écoutent. Et quand le maître décide que les esclaves décident de parler, ben voilà, ils parleront. C'est une architecture maître-esclave. Donc on peut avoir une personne qui prend les commandes et qui décide qu'à un moment donné, d'autres puissent parler. Parce qu'il y a un chef. Et dans certaines entreprises, il y a des chefs aussi qui gagnent leur vie en parlant. Voilà, ils gagnent leur vie en parlant. Bon, ils ne touchent à rien du tout, si ce n'est qu'un bic et un ordinateur. Voilà, il y a un téléphone, bon, mais à part ça, bon, ils parlent. Leur vie, c'est de parler. Et il y a beaucoup de métiers où parler, ça rapporte. Hein. Soit parler de manière verbale, ou soit écrire des textes. Écrire des textes, tout ce qui sort de leur tête, ils l'écrivent, ils le mettent en forme, mise sous forme papier, et puis édité. Donc je pense aux écrivains. Bon, tout ça pour vous dire que il y a certains, la parole peut rapporter de l'argent. Alors, ceci étant dit, la parole peut apporter de l'argent parce qu'il y a une profession qui s'y cache derrière, une profession. Mais les professions de parole, parfois, ce ne sont que ce sont des prises de décision. Ça peut être des prises de décision, la parole peut être une prise de décision, la parole peut être une commande, demander quelque chose. Demander quelque chose. Une commande, faire une commande, passer une commande. Voilà, la parole peut être ça. Peut-être ça, c'est juste ça. Donc maintenant, si une parole induit un acte, comme par exemple un chef il va demander à ce que des ouvriers mettent les machines numéro 1 et 2 et 3 en marche, et le four numéro 5 en marche, là, ça devient des paroles, on passe des paroles à l'action. On passe des paroles à l'action. Ça veut dire que le chef a décidé que, mais il y a d'autres personnes qui se sont occupées que. Donc le chef a décidé que par sa voix de la parole, euh, certaines actions devaient être prises en cours. Eh bien, voici que des ouvriers écoutent les, les recommandations, enfin, c'est même pas des recommandations, c'est même pas des prescriptions ni des recommandations, ce sont voilà, des ordres, des instructions. Enfin, les gens n'aiment pas le mot ordre, entre guillemets, mais ce sont des instructions. On instruit la personne de faire ça. Si elle n'a pas fait ça, ben, elle est payée pour faire ça. Donc s'il y a un chef qui est au-dessus, qui décide de donner des instructions et qui ne sont pas suivies, bon, les ouvriers risquent d'avoir des problèmes. Ils risquent d'aller au bureau et d'aller voir voilà, de voir le chef, et si s'il y a quelque chose de grave, très grave, parce que les instructions n'ont pas été suivies, bon, vous comprendrez que ça va retomber sur l'ouvrier. L'ouvrier, il est payé pour
suivre des instructions qu'on lui dira de faire. Maintenant, si on lui demande de rien faire, il ira prendre, voilà, euh, voilà, il ira s'asseoir et voilà, voilà, il se reposera, il se reposera. Si on lui demande de rien faire, il se reposera. Ce que je vous dis, c'est comme ça. Il y a des entreprises, bon, il y a on n'instruit pas beaucoup de choses à l'ouvrier. Bon, ben, il se la coule douce, on va dire ça comme ça. C'est normal. C'est normal, hein. C'est tout à fait logique. Qu'est-ce que vous qu'il fasse? Maintenant, si on instruit des choses à faire, ben, il va les faire. Il est payé pour suivre les instructions qui sont données par le chef. Si maintenant, il n'y a rien à faire, ben, on lui donnera peut-être un travail en parallèle, mais si on lui dit de balayer, c'est pas... Ouais, balayer l'atelier, mais bon, quand l'atelier est propre, qu'est-ce qu'il fasse? Voilà. On ne peut pas attribuer des tâches inutiles non plus. Enfin, c'est utile, hein, balayer, c'est toujours utile, mais on ne peut pas attribuer des tâches qui ne lui incombent pas. Hein. S'il est payé il est payé pour faire certaines tâches, aller demander des tâches, aller laver la voiture du patron, bon, on peut pas lui, on peut pas lui dire ça, hein, ça c'est interdit, ça. Hein. Vous comprendrez que bon, il faut respecter le cadre des règlements du travail. Bon, ceci étant dit, c'est que la parole peut suivre des actes, peut être suivie d'actes, peut être suivie d'actes, ou inversement, pas suivie d'actes. Mais en tout cas, quand euh, je prends l'entrefaite que si la parole est suivie d'actes, c'est-à-dire que tout ça, c'est une chaîne de travail. C'est une chaîne de travail. C'est une chaîne, on va dire, d'action. C'est une chaîne d'action. De la parole à l'action. C'est une chaîne d'action. Si maintenant je prends la parole comme une action verbale, eh bien, tout est action. Il y a l'action verbale et l'action, on va dire, euh, manuelle, ou l'action, voilà, une action de la verbale, on passe aux actions manuelles. Bien, si maintenant toute cette architecture-là, enfin, tout cette schématique professionnelle de passage de l'action verbale à l'action, on va dire, à l'action manuelle, se passe au niveau, on va dire, d'un système électrique pour bannir, on va dire, l'être humain, parce qu'au bout du compte, c'est faire quoi? C'est ne plus faire travailler l'être humain, c'est de faire travailler, si vous voulez, une architecture qui va prendre des actes et prendre, bien sûr, commander des actes, et les actes seront commandés. Donc on va avoir des éléments qui vont, on va dire, commander des actes, et ces actes seront commandés. Donc on est en plein dans le milieu de l'architecture d'une petite société, voire d'une grande ville. Parce que maintenant, on peut avoir une mini société qui représente une grande ville. Et justement, euh, c'est ça qu'on va avoir à faire. On aura une mini architecture qui va représenter une grande ville. Alors pourquoi une grande ville? Parce que dans une ville, il y a des chemins, il y a des routes. Hein. Quand on aura à faire une action verbale, ça se passera dans un bureau. Ça se passera dans un bureau. Et on téléphonera, voilà, au magasin. On téléphone au magasin pour dire d'aller chercher, par exemple, une commande de t-shirts. Les t-shirts se trouvent là-bas. Donc il faudra prendre le routage, parce que c'est un routage. Hein. On n'arrivera pas. Vous devez suivre la route, le chemin. S'il y a un chemin, vous n'avez pas. Sauf si vous prenez l'avion, prenez n'importe quel en hélicoptère, n'importe quel chemin, c'est pas un problème. Mais là, je pense ici un coursier. Hein. Ici, il y a un coursier, je veux dire qu'ici, il y a un coursier. Ça se passe pas par téléphone. Il y a un coursier. Il va aller là, il y a l'ordre verbal. Là, il y a le magasin.
Et là, il y a le grossiste. Alors, l'ordre verbal du bureau, qui est à certaines distances, envoie un émissaire et lui dit, écoute, bon, il envoie un émissaire par un certain routage, parce que, voilà, c'est des chemins. Vous devez suivre le chemin. S'il y a une route, vous devez suivre la route, hein. Vous n'allez pas aller traverser les bâtiments qui sont autour, hein. Vous devez suivre la route. Donc, vous allez avoir une ordre d'instruction qui va aller au magasin. Ce magasin-là, bah, il va faire appel au grossiste qui, lui, va être d'accord de vous fournir, de fournir le magasin. Et puis, quand il doit suivre un routage, une fois qu'il arrive au magasin, ce magasin dit que, bon, il renvoie un émissaire en disant, bon, qu'il a bien été fourni en marchandises. Voilà, donc ça c'est bien une architecture de dialogue. Parce que pour que le magasin soit au courant, il faut envoyer un émissaire. Un émissaire, si le magasin doit être au courant qu'il faut ramener de la marchandise, des t-shirts de chez le grossiste, il faut qu'un ordre verbal lui soit dicté. Dicté à partir d'un bureau. Le bureau ici est à distance. L'ordre verbal vient du bureau. Là, à ce moment-là, les magasiniers, on envoie un émissaire, on lui dit, écoute, bon, au magasin, le magasinier, bon, tu vas chercher tu vas chercher les t-shirts. Tu peux aller chercher les t-shirts. Voilà, parce que dans les ordres, on ne peut pas commander n'importe comment, parce que bon, les gens sont vite choqués. Quand tu donnes une instruction, voilà, ils sont vite choqués. Donc, les instructions doivent être données, je veux dire, de manière calme et, on va dire, pas directe. On va dire calme. Alors, quand le magasin reçoit l'émissaire, ben, il va via un routage, il va suivre la route pour aller se rendre chez le grossiste. Le grossiste, il dira, bon, oui, j'ai des t-shirts, il n'y a pas de problème. J'ai des t-shirts. S'il n'en a pas, il vous le dira. Mais de toute façon, euh, s'il n'a pas de t-shirt, le magasin sera informé directement, hein, au travers du magasinier. Il va retourner, il va envoyer un émissaire en disant qu'il n'a pas de t-shirt, qu'il n'a pas reçu de t-shirt. Voilà. Donc ça va suivre des routages comme ça. Des routages. Alors, le magasin, soit il reçoit les t-shirts, soit il ne les reçoit pas, mais en tout cas, il va communiquer au bureau en disant, écoute, bon, ça va, j'ai tout reçu. J'ai reçu ou j'ai pas reçu. J'ai reçu autant de t-shirts, j'ai pas reçu autant de t-shirts. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que ici, le bureau, il est dans une situation de la ville. Il est dans une situation de la ville, tout comme le magasin est dans une situation de la ville, tout comme le grossiste a une situation de la ville. Bon, alors le problème c'est que le bureau, il gère pas que le magasin, hein. Le bureau peut gérer autre chose. Donc là, dans le bureau, il va avoir des dossiers qui va concerner, je sais pas moi, le magasin, le grossiste, et d'autres, par exemple, le comptable. Ils ont un comptable. euh, donc on aura dans le bureau pas mal d'informations qui seront gérées à partir de, voilà. Mais on va dire, qu'est-ce qui fait le gros du travail? C'est le bureau. Dans le bureau, tout est centralisé. On a une centralisation de, de, de toutes les données provenant de, de tout, on va dire, les bâtiments pour lesquels le bureau est en relation. C'est une relation en fait, hein. C'est une bête relation entre le bureau qui lui fait quasiment presque tout, hein. Parce que par le bureau doit tout passer. On doit savoir ce qui se passe en magasin, ce qui se passe avec le comptable. Donc c'est dans le bureau, toutes les informations sont, on va dire, toutes les informations sont traitées. Elles sont, euh, elles sont traitées et stockées. Stockées dans quoi? Ben, dans des dossiers, des armoires. Les dossiers, vous les rangez dans des armoires. Vous avez des dossiers, elles seront stockées dans des armoires. Donc
Bon, maintenant, je peux mettre les armoires pour dire que ça fait partie du bureau comme ceci, hein. Parce que pour aller dans le bureau, ou pour aller dans les armoires, il faut se déplacer, hein. Donc il faudra déplacer, la personne qui s'occupe dans le bureau devra se déplacer pour mettre, voilà, dans les armoires. Bon, il peut aller stocker des informations dans les armoires, mais il pourra aller rechercher des informations des armoires. Donc il peut faire voilà, il peut faire aller rechercher des informations comme il peut aller déposer des informations. Et ça, ce sont les dossiers. Enfin, les dossiers dans les armoires. Ce sont les armoires. Maintenant, le tout, c'est de savoir où sont les dossiers. Où sont les dossiers? Donc, on va attribuer un lieu, un lieu qu'on va appeler, ce qu'on appelle une adresse dans l'architecture informatique. On va appeler ça une adresse. C'est un lieu de stockage. Un lieu de stockage des informations. Et donc, si je fais l'analogie là, vous aurez compris que tout ça, c'est une architecture de dialogue qui va on va dire, se copier, elle va se copier à, à un outil qui peut nous aider et qui peut mettre non plus un magasinier, non plus une personne qui est un magasinier, non plus une personne qui est un grossiste, non plus une personne qui travaille au bureau, mais faire travailler des composants électroniques. Les composants électroniques vont travailler en lieu et place de en lieu et place de toutes ces personnes qui ont une certaine fonction. Donc on va créer des composants qui auront leur fonction. Alors, ce qui circule, ce sont que des informations logiques de type 0,1. Que des informations de type 0,1. Donc c'est une architecture qu'en 0,1. En logique 0,1. Donc ce sont des composants en logique 0,1. Ce sont tous des composants en logique 0,1. Mis à part l'alimentation. L'alimentation, hein. Bon, l'alimentation, on va ramener une alimentation analogique. Il faut bien alimenter, voilà, toute cette architecture, il faudra l'alimenter. Bon, l'analogique suffit, hein. On va, voilà, alimenter suivant, je ne sais pas, 10, 15, plus 10, moins 10, plus 15, moins 15, plus 5, moins 5. Voilà, il y aura des composants qui auront besoin d'une certaine tension. Voilà. On va créer plusieurs tensions au cas où on a besoin de plusieurs tensions. Mais généralement, beaucoup de tensions seront normalisées là-dedans, je vous le dis tout de suite. Beaucoup de tensions seront normalisées là-dedans. Ce qui veut dire que on fera plus travailler des personnes, voilà, mais on aura une mini-structure miniaturisée euh, qui seront, dont ce ne sera plus des personnes qui travailleront, mais ce seront si vous voulez, des composants électroniques. Donc là, on a une architecture de dialogue, on va fabriquer une architecture de dialogue à logique 0,1. Donc on va créer une architecture de logique à logique, architecture de dialogue à logique binaire de boule, hein, 0,1, alimentée de manière électrique. Alors en faisant ça, ben, j'ai une architecture interne qui permet de faire des travaux, des voyages dictés, bien sûr. C'est pas des voyages pour le plaisir, c'est des voyages dictés pour un certain job. Donc ce qui veut dire que on aura là-dessus, des jobs. Des jobs, c'est-à-dire on va dire des tâches. Donc on aura des tâches qui vont être réalisées, c'est-à-dire des jobs, des métiers, des corps de métier, comme je vous ai montré là. Voilà, dans le bureau, il y a une secrétaire. Dans le magasin, il y a un magasinier. Chez le grossiste, eh ben, il y a un monsieur qui est un grossiste, dont son métier, voilà, la vente en gros.
Parce qu'il y a la vente en gros, la vente au détail, etc. Bon, la vente, il y a différents types de ventes, hein. Il y a le détaillant, le grossiste, et voilà. Ça, c'est la fonction commerciale. Il y a différentes fonctions commerciales, hein. Bon, je ne vais pas commencer à décortiquer la fonction commerciale, mais c'est pour vous dire que l'architecture de dialogue à logique 0,1 alimentée de manière électrique, je dirais même électronique, parce que ce sont des petites tensions, eh bien, amène à configurer, enfin, amène à, pas configurer, mais à mettre en place une architecture sous forme de job, de, de tâches. Alors maintenant, quand vous demandez des tâches à quelqu'un, vous n'allez pas lui demander 50 000 tâches en une journée, hein. C'est impossible. À l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que si vous lui dites, bon, je vous dis à une personne, ben, vous la payez 50 millions d'euros, et vous lui dites, écoute, pour 50 millions d'euros, ben, qu'est-ce que tu fais? Ben, tu démontes un bateau, un avion. Il faut démonter l'avion, vis par vis, et il faut ranger ça à l'atelier numéro 4 qui se trouve à 1 kilomètre. On te donne 500 millions d'euros si, à la fin de la journée, si tu as terminé dans, on va dire, pour demain, en 24 heures. Mais vous comprendrez qu'à l'impossible n'est tenu. Vous avez beau donner même 500 milliards d'euros ou 1000 milliards d'euros, la personne, elle a, voilà, elle a, c'est comment ce qu'on appelle ça, ses limites. Aux limites, nul n'est tenu. On ne peut pas demander à quelque chose à quelqu'un qui est impossible. C'est impossible de démonter un avion vis par vis en 24 heures et le ramener à 1 kilomètre voilà, du lieu. C'est pas possible, c'est pas possible. C'est impossible, ça c'est impossible. C'est impossible. Donc il faut demander des tâches qui sont, je veux dire, terre à terre, c'est-à-dire de l'ordre du possible. Et maintenant, si on vous demande des choses impossibles, vous direz, bon, c'est impossible. Vous direz, c'est impossible. Pour moi, c'est impossible. Donc, je le dis clairement, c'est impossible. C'est pas que je vais tenter, je vais essayer. Je connais mes compétences, je connais mes limites. Je vous dis, bon, ça, je ne sais pas faire. Eh bien, les tâches, les jobs voilà, de l'architecture interne vous diront aussi la même chose. Si elles sont limitées, elles vous diront, écoute, moi, je stoppe le travail parce que moi, là, j'ai mes limites. J'ai mes limites. On m'a fait. Mes limites, c'est fixé par le fabricant. C'est le fabricant qui fixe, bien sûr, les limites via les composants qui sont construits et qui sont placés dans, voilà, dans l'architecture interne. Ben, chaque composant a ses limites. Et donc, la somme de ces limites fixe une limite complète. On a une limite complète voilà, de l'architecture. On a une limite complète de l'architecture. C'est-à-dire que on ne peut pas demander à une architecture électronique de faire ce qu'elle ne sait pas faire. C'est-à-dire elle est faite pour travailler selon des buts prédéfinis, avec une limite prédéfinie. On ne peut pas lui demander plus. On peut pas lui demander plus. Si vous lui demandez de stocker, voilà, euh, si votre stock ne contient que la place pour 20 000 pulls, voilà, chez le grossiste, il y a 20 000 pulls, ou on va dire 80 000 pulls, on ne peut pas lui dire de lui mettre 100 000 pulls dans le stock, hein, puisque le maximum atteint, c'est 80 000 pulls. 100 000 pulls, je ne sais pas ce qu'il va les mettre, hein, il ne va pas les mettre sur le toit. S'il les met sur le toit, ben, il y a la pluie qui va tomber, voilà, et ils vont bousiller les pulls ou les t-shirts. Donc, à l'impossible, nul n'est tenu. Et c'est vrai pour les personnes et c'est vrai pour le matériel. Un matériel, on ne peut pas le pousser à faire des choses qui n'est pas conçu pour faire, hein. Vous achetez une voiture, vous voulez la pousser à 400 000 km/h, ben, la voiture n'est pas faite pour ça, hein. La voiture ira 180, 200, 220, si c'est une voiture de course. Voilà, on peut monter jusqu'à 300, 350, voire 400 si c'est un, comment on appelle ça, dans le désert, là, ce qu'ils font, il y a des véhicules qui vont jusqu'à passer 1000 km/h. Je ne sais plus comment ce qu'ils appellent ça, je sais plus comment ce qu'ils appellent ça. C'est des voitures fusées, là. Bien, si lui demandez d'aller à 5000 km/h, bon, ou 10 000, bon, vous avez beau faire ce que vous voulez, il n'ira pas à 10 000, hein. Encore faut-il avoir les routes
pour pouvoir rouler à 10 000, parce que bon, ça c'est encore une autre histoire. Donc les architectures vont répondre à des tâches possibles, des tâches possibles qui seront demandées, hein, dans l'ordre du possible. Alors quelles sont les tâches qu'on peut avoir? Ben, on peut avoir plusieurs tâches, hein. Mais la plupart des tâches qu'on va voir en architecture électronique alimentée par des 0,1 bon, sont des tâches de les tâches qu'on peut demander seront des tâches de plusieurs ordres. Tout d'abord, il faudra savoir les lieux, connaître les lieux. Les lieux se font par le biais d'adressage. Donc dans une architecture électronique, il faudra un adressage, c'est-à-dire savoir où se trouvent les dossiers, où se trouvent les informations. Quand je dis informations, il y a plusieurs types d'informations. Donc la première des choses, c'est de pouvoir faire de l'adressage, adresser. Enfin qu'on a adressé, mais bien sûr il faut pouvoir faire circuler. Circuler au travers de bus. Bus, il y a différents types de bus. Bus de données. Oui, il y a plusieurs types de bus, hein. Il y a les bus de données, bus de contrôle, etc., etc. Donc les bus, il y en a plusieurs. Vous voulez un bus, s'il s'agit de bus de data, c'est le bus databus. Mais il existe aussi la circulation au travers de bus qui sont non pas les données, parce que c'est spécifique aux données, hein. On ne va pas commencer à tout mélanger, hein. Le routage, il va router. Voilà, il y a une ligne pour les motos, il y a une ligne pour les voitures, il y a une ligne pour les camions. Voilà, le routage est fait comme ça. Les camions sur la voie des camions, les voitures sur la voie des voitures, les trains dans les voies des trains, les métros dans les voies des métros, les vélos dans les voies des vélos, les motos dans les voies des motos, etc. Donc c'est un routage qui est bien plus complexe que celui qu'on peut retrouver avec les simples routes où tout le monde circule, hein. Sur une route réelle, sauf sur les autoroutes, là on commence à limiter. Déjà, il n'y a pas de vélo, il n'y a pas de vélomoteur, il n'y a pas de cyclomoteur. Voilà, sur une autoroute, on commence à déjà, il n'y a pas de tracteur. Par contre, sur une route, on peut rencontrer des tracteurs, des vélomoteurs, des cyclomoteurs, il y a un peu de tout. Mais l'autoroute, ça commence à devenir spécifique. Il reste des camions, des motos, des voitures de course, tout ce qu'on veut. Mais ça a limité déjà toutes les voitures, les véhicules qui sont moins d'un certain nombre de kilomètres heure, bon, on les bannit. On ne pourra pas voir sur une route des cyclomoteurs, voilà, une trottinette électrique ou un vélo électrique. Voilà. Alors, oui, quand je pense véhicule, je pense véhicules qui sont normalisés, hein, parce que vous pouvez créer votre propre véhicule. Supposons que vous prenez la batterie, prenez la batterie voilà, comment est-ce qu'on appelle ça, d'une trottinette, vous pouvez en faire un petit véhicule. Si vous assemblez plusieurs batteries, hein. Vous assemblez plusieurs batteries, vous pouvez faire un petit véhicule roulant avec une certaine forme d'autonomie. Voilà, donc ça c'est non conventionnel, hein. Bon, je sais pas si pourrait rouler avec ça sur la route. Si vous faites attraper par la police, bon, ils vous diront bon, que la voiture n'est pas conventionnelle. Elle n'a pas, elle ne peut pas être roulée sur la route parce qu'en plus de ça, elle n'est pas homologuée, on va dire, elle n'est pas homologuée. Pour qu'une voiture puisse rouler sur la route, il faut qu'elle soit homologuée. C'est pour ça qu'il y a un contrôle technique où vous passez et il va vous homologuer tout ce qui est changement au niveau du véhicule, hein. Donc, il y a pas que le bus de données. Donc là, on a fait des bus disparates, des bus spécifiques. Chacun circulera dans son bus. Il y aura des bus voilà, pour trans, de communication euh, du statut, parce qu'il existe ce qu'on appelle un statut. Il y aura un statut, bus de statut. Mais aussi des bus de commande. Ça, je l'ai déjà. Bus de données, oui. Euh, des bus de contrôle. Et des bus de commande, hein.
Vous voyez que les bus, c'est pas ça qui va manquer, parce que c'est une architecture qui est à forte consonance de communication. Donc, autant créer les spécificités au niveau des bus, plus il y a on mettra des bus, on va dire, spécifiques en fonction de ce qui va circuler dedans. Alors, on pourrait mettre des couleurs, hein. Le bus de data, il est en rouge, par exemple. Le bus de statut, il est... Enfin, du moins, si je vais le dessiner, hein, pas en réalité, parce qu'en réalité, bon, vous y voyez pas grand-chose. Ce sont des lignes de communication électrique. Voilà, électriques, c'est comme des conducteurs, hein. Ce sont des conducteurs électriques. Genre des fins conducteurs électriques. Fins, mises dans une carte électronique. Donc on a les bus de contrôle, on a les bus de commande. Donc ce qui va circuler, euh, ben, on va prévoir le routage au travers de bus. Bus de contrôle, bus de commande, bus de statut. Quand je dis adressage, ça veut beaucoup dire. D'abord, l'adressage, il faut la construire, hein. Les adresses, il faut les construire, hein. Voilà, il faut d'abord construire les adresses. Et il y a la construction de l'adressage. On a une construction de l'adressage. Et puis il y a les transferts, la construction. Il faut la construire l'adressage et puis amener l'adressage à prendre en compte. On l'a construit pour la prendre en compte. On n'a pas construit pour rien, hein, c'est pour la prendre en compte. Ah mais ça c'est déjà bien, on a une architecture avec des routes pour lesquelles on peut faire passer des logiques de 0,1. Voilà, donc là j'ai construit les autoroutes sont construites là. La logique, de communication, de transfert, la logique de communication, enfin, je veux dire, le routage de communication est construite. C'est le routage, le routage de communication par bus. Un routage de communication. Donc on va construire des routes où dans toutes ces routes vont passer, je veux dire, des données. Des données, des statuts, des bits de statut. Alors, quand je dis bits de statut, ça peut être un octet aussi, hein. Ça peut être sur 8 bits, hein. On n'a pas forcément un bit, hein, de statut. Le statut, ça peut être un bit ou 8 bits. Donc on peut avoir un bit ou un octet pour le bus au niveau du statut. Alors pour le contrôle, on peut avoir un octet. Voilà, un octet. Donc peut passer dans le bus de contrôle 8 bits si vous voulez, parce que c'est un byte. Un byte c'est 8 bits. Mais dans le bus de statut, on peut avoir soit un bit ou un octet. Alors j'expliquerai qu'est-ce que c'est voilà, ces statuts et ces contrôles. Alors, à côté de ça, on va créer bien sûr de l'adressage, prendre en compte l'adressage, et bien sûr, le but de tout ça, c'est de stocker, hein. Les tâches, on aura des tâches qui sont diverses et multiples. Adressage, c'est une tâche. Transfert de communication de données ou transfert de données, c'est le routage de communication par bus avec aller ou retour. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un aller, qu'est-ce que c'est qu'un retour? Ben, ça sera une lecture, voire une écriture. Le transfert va se faire sur base de jobs qui sont des adressages et des transferts par lecture-écriture.
Bon, est-ce que ça suffit, les tâches? Non, vous avez compris que ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. On peut faire encore beaucoup de choses. L'architecture interne, on va dire, on y entrevoit beaucoup de tâches. Il y a beaucoup de tâches. L'adressage, la lecture, transfert par les bus de données au travers de lecture-écriture. Voilà, prise en compte de l'adressage. Et bien sûr, vous aurez compris que il faudra, les usines, les t-shirts, il faut les stocker quelque part. Donc il y aura, bien sûr, vous aurez compris, des stockages. Des stockages au travers de quoi? Ben, des registres, ce qu'on appelle des registres, voire des buffers. Ce sont des registres ou des buffers. Bon, maintenant, il y a des petits éléments de stockage, mais il y a des grands éléments de stockage. Et là, à ce moment, on parlera, bon, bien sûr, vous l'aurez compris, d'éléments de stockage qui seront des disques durs. Mais attention que le disque dur, je vais vous dire déjà, c'est un périphérique. Hein. Périphérique de quoi? Justement, qu'est-ce que c'est qu'un périphérique? Je vais vous montrer. C'est un périphérique, le disque dur. Le disque dur est un périphérique. Il faudra le connecter, si vous voulez, il faudra venir le connecter à une carte qui est la carte principale. Ce qu'on appelle la carte principale, ce qu'on appelle mainboard. Mainboard est la carte principale et donc il faudra venir connecter le disque dur qui est un périphérique de stockage à la plaque principale. Alors vous allez me dire, c'est quoi la plaque principale? C'est l'architecture interne électronique qui permet justement de faire des jobs par on va dire, transfert de données. Par transfert de données. Des jobs par transfert de données. Alors ces jobs, je n'ai pas terminé. La mainboard va faire l'adressage, la mainboard va faire ses buffers, la mainboard va faire du contrôle, du statut. Et elle va faire des gestions de ce qu'on appelle d'interruption. Elle va faire de la gestion d'interruption. Elle va s'arrêter pour établir certaines tâches. Donc elle va faire ce qu'on appelle de la gestion d'interruption. Elle va s'interrompre pour établir certaines tâches bien spécifiques. C'est pas ça qui manque dans la gestion d'interruption. Donc elle va s'interrompre de certaines tâches pour reprendre d'autres tâches. En attendant, avant d'y revenir ou d'interrompre complètement une tâche. Elle peut interrompre complètement une tâche ou elle peut y revenir par après. En terminant une tâche, elle peut revenir sur une autre tâche après. Mais elle peut abandonner la tâche qu'elle était en train de faire pour une raison ou une autre. Hein. Voilà, ça, c'est la gestion d'interruption. Alors, on peut avoir ce qu'on appelle du handchecking. Je sais pas comment est-ce qu'on a pris handshake. Voilà, de la prise en main. De la prise en main. Le handchecking et de la prise en main. Alors, la prise en main, il ne faut pas aller très loin pour voir la prise en main. Hein. La prise en main, c'est ce qu'il y avait déjà dans les codes Morse, code Q, code Z. C'était des codes spécifiques, voilà, de prise en charge. Êtes-vous prête? Bon, est-ce que je peux traiter? Voilà, c'est ça, c'est du handchecking, c'est de la prise en main. Il y a toute la prise en main. Donc vous voyez que donc vous voyez que la gestion d'interruption, c'est une tâche qui va permettre de faire des interruptions voilà, de traitement pour reprendre un autre traitement. Ça, c'est la gestion des interruptions. Mais la gestion des interruptions est une tâche. La construction d'adressage est une tâche. La prise en compte de l'adressage est une tâche. La prise en main de la gestion des transferts de données est une tâche. La lecture, écriture est une tâche.
le transfert de communication de données est une tâche. Vous voyez que c'est toutes des tâches spécifiques. Et plus les tâches sont, on va dire, disparates, et plus ben, on a on va dire, du personnel dans son entreprise. On a du personnel dans son entreprise. Et bon, quand un indépendant fait tout seul, bon, c'est pas bon, parce que bon, il fait tout seul. Il n'est pas aidé, il est tout seul. Bon, maintenant, quand il se met, plus il va se mettre des personnes autour de lui, et plus il est aidé. Voilà. Et donc, plus il aura des tâches qui vont être fournies dans son pourtour, et plus sa société va s'agrandir, va faire plus de tâches qu'un indépendant tout seul ne sait faire. Rappelez-vous qu'à l'impossible, nul n'est tenu. C'est-à-dire que quelqu'un qui a 10 personnes, mais il peut faire plus de choses qu'une personne qui est toute seule. Voilà, il peut faire plus de choses. C'est normal. Il y a 10 cerveaux, il y a 20 mains. Avec 10 cerveaux, 20 mains, sur 8 heures, on fait plus qu'avec un cerveau et 2 mains. Sur 24 heures, on fait plus avec 10 personnes, c'est-à-dire 10 cerveaux et 20 mains, qu'avec, sur 24 heures, une personne, un cerveau et 2 mains. Donc, ça veut dire quoi, ça? Ce que je viens de dire, ça veut dire que plus vous aurez des tâches dans l'architecture, la mainboard, plus il y aura des tâches, et plus on pourra déléguer, je veux dire, les tâches de manière spécifique à chacun voilà, des composants qui feront leurs tâches. Chaque composant fera ses tâches. Alors maintenant, comme il y a des composants électroniques, il faut savoir quel composant va être sélectionné. Hein. Donc il y a cette fameuse notion de tâche qui va être réalisée par le chip select, la sélection du chip. Sélection du chip. Voilà, donc on aura le chip select, la unchecking, le read and write, le stockage de données, tout le tralali tralala. Bon, alors, vous aurez compris que ça, j'ai décrit l'architecture interne d'un ordinateur. Vous aurez compris que c'est ça. Hein. Mon but de ma vidéo, c'était ça. C'est de comprendre un petit peu ce qu'il y a derrière l'architecture interne enfin, ce que fait l'architecture interne d'un ordinateur. C'est un petit peu ça. Mais attention, attention. Parce que, tout d'abord, là, je suis qu'à l'ordinateur. C'est des communications internes propres à l'ordinateur. Ça veut dire que c'est des petites communications intérieures. Intérieures. Et généralement, quand on a des communications intérieures, ben, on va faire les communications seront de type communication de type, comment est-ce qu'on appelle ça, parallèle. Ça veut dire qu'il faudra un bus, s'il y a 8 bits de données, ben, il y aura 8 fils. Il y aura 8 fils. Alors, fil 1, fil 2, fil 3, fil 4, fil 5. Bon, j'ai raté mon coup. Je vais faire une copie. J'en ai déjà 1, 2, 3, 4. Ben, je fais x2. Voilà. Voilà. Et là, vous avez une communication sur 8 bits. Bon, voilà, en parallèle. C'est parallèle. On a un transfert parallèle. Le transfert ici sera parallèle. Par exemple, je vais inventer hein, le bit numéro 1. Attention que le bit numéro 1, il faut savoir c'est lequel. C'est ce qu'on appelle le... il faut le mettre à l'endroit. Hein. Donc c'est le... il y a le most significant byte et le least significant byte. Bit. Je m'excuse, c'est pas byte, c'est bit. Chaque fois je me dis byte, mais c'est bit. Donc c'est-à-dire que faut le mettre à l'endroit le code binaire. Hein. Par exemple, si j'ai sur 8 bits 0, je vais mettre le 0, hein, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5,
6, je m'excuse, 6, 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Je vais mettre un dernier. Voilà, il faut que je recule. Bon, je vais l'insérer dans un rectangle, mais je le ferai après. Je vais mettre le dernier, je vais mettre un 1. Voilà. Là, on a une information sur 1 byte. C'est 1 byte. Non, 1 byte égale 1 octet. 1 octet égale 8 informations de type bit, de type binary digit. C'est un chiffre binaire qui représente un état logique 0 ou 1. Voilà. Alors là, il faut mettre à l'endroit parce que sinon, vous n'aurez pas, si vous mettez à l'envers, ce ne sera pas le bon nombre binaire. Hein. Donc il faut dire que le bit le moins significatif, c'est least significant bit. Voilà, c'est celui-là. C'est le plus petit. Ce qui veut dire que d'office, vous aurez le plus grand qui est le most significant bit. Et là, il est à l'endroit. Il va du most vers le least. C'est comme si vous écriviez, par exemple, 4385. On a 5 unités. 8 dizaines. 3 centaines. Et 4 milliers. 4 fois 10 exposant 3. On a 4 fois 10 exposant 1. « 4 fois 10 exposant 3 pour abréger. 10 exposant 100, c'est 10 exposant 2, c'est les centaines. « 10 exposant 1 et 10 exposant 0. Parce que 10 exposant 0, ça fait 1. Bon, et là, le chiffre le moins significatif, c'est 5, hein, parce que c'est 5 unités. Et le chiffre le plus significatif, c'est 4, c'est parce que c'est 4000. 4000 est bien plus grand que 5. Hein. 4000 est plus grand que 5. Le plus significatif, c'est le 4. Mais ici, comme on a des 1 et des 0, bon, c'est déjà un peu plus difficile de voir. Alors là, ce sera, si vous voulez, le nombre, c'est 2 exposant 0 fois 0, plus 1 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 1 fois 2 exposant 3, plus 1 fois 2 exposant 4, plus 1 fois 2 exposant... Ouais, je m'excuse. 0 fois 2 exposant 0, 1 fois 2 exposant 1, plus 1 fois 2 exposant 2, plus 0 fois 2 exposant 3. Le 3, c'est le rang. On est au rang 3 à partir de 2 exposant 0, 2 exposant 1, 2 exposant 2, 2 exposant 3, 2 exposant 4, 2 exposant 5, 2 exposant 6, 2 exposant 7. Voilà, vous en faites la somme chaque fois. Et si vous rencontrez un 0, vous faites 0 fois le 2. Et vous avez la valeur du non binaire. Ce qui veut dire que ici, par exemple, si je classe le least significant bit, le LSB, au-dessus, ben, je vais avoir 0, 1, 1, 0, 1, 0, 0. Ben, il en manque un. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, le premier, il faisait 0. Le premier, il faisait 0. Hein. Il est là. List significant bit. Ensuite vient le 1, encore un 1, puis un 0. 0, il est là. C'est pour celui-là. Hein. Ensuite, je suis arrivé à ce 0 là. Vient 1, c'est bon. Vient 0. Et puis vient 1, 1. C'est ça, le problème, il est là. Puis vient 2, 1 ensuite. Et le but, c'est quoi? C'est de transférer ces données d'un point A à un point B sur courte distance. Courte distance, parce que ici, je suis dans une mainboard. C'est-à-dire, je suis dans une plaque d'ordinateur, hein, une architecture de plaque d'ordinateur. Voilà, ou voire même voilà, autre chose que ça. Hein. Voilà, ça peut être
Voilà, c'est une mainboard, une plaque électronique pour laquelle il y a des transferts de données sous forme de communication parallèle. Alors là, communication parallèle, bon, c'est moins sûr que le série. Le série est beaucoup plus sûr. Alors maintenant, si on n'est plus dans une mainboard, on peut, on va dire, transférer des données. Les données peuvent être transférées cette fois-ci d'une mainboard vers une mainboard à longue distance. Mais là, à ce moment-là, on va utiliser les communications série. On va utiliser une communication série. Et là, c'est une suite de bits, voilà, de 0, 1. Voilà. Donc, si je devais transférer mon fameux, mon paquet ici, mon petit paquet là, bien sûr, avec des data, enfin, il y a des bits de statut, enfin, tout ça, j'expliquerai qu'est-ce qui va derrière tout ça. Alors, je vais en prendre un. Non, il l'a pas pris. Donc, cette valeur binaire là, je sais pas pourquoi il ne le prend pas. Il est là. Donc, par exemple, je le fixerai ici. Hein. Je vais le mettre en rouge. À partir de là. À partir d'ici, je dirais que j'ai 0. Bien sûr, il y a une cadence horloge. Hein. Vous avez une cadence horloge qui va fixer la régularité du temps en signal très morse. Hein. Ça va être un signal très morse. D'ailleurs, le handshake, il y a beaucoup de choses qui viennent du très morse. Hein. Ils n'ont pas été loin pour chercher. Hein. C'est juste qu'ils ont changé voilà, le code Q et le code Z. Hein. Code Q, ils ont adapté le code Q et le code Z voilà, aux communications série. Alors là, on aurait le premier, je sais pas moi, on aurait, je ferai rentrer le 0. Ensuite, j'aurai le 1. Je commence par le LSB. Puis j'aurai 1. Sur du signal horloge, j'ai 1. Ensuite, je retombe à 0 sur un signal horloge. Puis j'ai 1 sur un signal horloge. Puis je retombe à 0. Et puis j'ai 2, 1. Puis j'ai 2, 1. Voilà. Et puis là, c'est une fin de transmission de données. Voilà, je termine avec une fin de transmission de données. Donc là, ce que j'ai fait là, c'est ça. Donc, mais il est en communication série cette fois-ci. Il est en communication série. Et là, vous aurez compris que c'est sur longue distance. C'est par exemple les communications que vous aurez sur Internet, par exemple. De PC à PC. Bon, c'est rien d'autre qu'une communication, enfin une télécommunication. Hein. C'est rien d'autre qu'une télécommunication. C'est une télécommunication. Téléphone, c'était un petit peu ça. Je vous ai parlé au départ de communication, de dialogue. Ben, au téléphone, quand il y en a un qui parle, ben voilà, il y en a qui décroche, l'autre qui. Il y en a un qui appelle et l'autre qui décroche. Alors, pour ça, il y a toute une procédure, hein, une procédure qui se fait, que ce soit pour les modems, pour la téléphonie, que ce soit pour n'importe quel, voilà, on va dire, n'importe quel, on va dire, objet de télécommunication va suivre un schéma comme celui-ci. On a un émetteur, un récepteur, avec des prises en main. Alors je verrai les prises en main, hein. Les prises en main, je les verrai. Les prises en main, je les verrai. Et tout est dans le câble. Hein. Toutes les prises en main sont prises en charge voilà, par le câble. Hein. On a créé des câbles qui prenaient toutes ces prises en main. Là. Voilà.
Et ça, je verrai au cas par cas. Au cas par cas. Parce que bon, euh, il existe ce qu'on appelle le bus d'interface série. Voilà, vous devez connaître le RS232C qui prend en charge tout ça, hein. Donc, les données de transmission, les données reçues, les requêtes de transmission, la remise à zéro avant transmission, les données qui sont prêtes. Bien sûr, il y a la masse de protection blindage, il y a la masse du signal, il y a la détection de porteuse des données, il y a détection de signal ligne, il y a il y a toute une panoplie de, voilà, de signaux. Et vous allez me dire, ouais, mais le signal de données, il est où? Ben, si vous prenez un RS 232C complète à 25 broches, ben, comme c'est du série, c'est des données série, il n'y a qu'un seul cas pour les données. Mais sur les 25 broches permettant de transférer des informations, eh bien, les données, il y en a qu'une seule, hein. Il n'y a qu'une ligne de données, hein. Voilà. Il n'y a qu'une ligne de données, parce que tout le restant, on va dire, de la prise en charge, hein. Quand je dis données transmises, c'est comme le code Z et le code Q. Simplement, il est adapté à de l'unchecking, on va dire la prise en main, je veux dire sous forme, je veux dire de communication entre deux périphériques extérieurs, hein. Mais le schéma de la communication, il y a toujours, hein. On a toujours un émetteur, un récepteur, que ce soit pour le morse, avec l'usage d'un manipulateur qui permet d'envoyer des messages et quelqu'un qui écoute, on aura toujours ben, un émetteur, un récepteur, et bien sûr un support de transmission, hein. Et bien sûr, si vous voyez le morse, il y a de l'unchecking, beaucoup d'unchecking, avec les codes Q, vous pouvez avoir des codes Q, des codes Z, des morses purs, voilà, le morse pur, etc. Et à côté de ça, ben, on a voilà, transfert série, transfert parallèle, euh, on a toujours un support de transmission, hein. Une fois c'est un manipulateur, une fois c'est un téléphone, une fois c'est deux modems, une fois c'est deux ordinateurs mis en réseau, une fois c'est, je sais pas, pour avoir toute une panoplie de configurations de communication ou télécommunication, hein. Voilà, transmission des signaux d'un satellite à une parabole, transmission de d'informations par fibre optique, transmission par information par RS232, transmission d'informations par clé, enfin ouais, clé USB. Attention que la clé USB c'est du série, hein. Comme le RS232 c'est du série, mais le RS232 c'est vieux, bon, c'est de moins en moins utilisé. Maintenant c'est beaucoup plus le série, hein, on connecte tout. Pourquoi le série? Parce que le série permet de connecter à n'importe quel moment, hein. Voilà, et à n'importe quel moment, je peux couper le série quand on veut, alors que l'alimentation est allumée du PC, on peut l'enlever, le remettre directement. Voilà, il y a une prise en charge directement de l'USB, hein. Voilà, on appelle ça, on va dire, il y a la technologie plug and play direct, hein, là-dessus. Vous vous connectez, bon, il n'y a pas de problème de connexion, hein. Mettez le série, il va reconnaître directement ce que vous avez plugué, hein. Une fois que vous avez plugué, il ne suffit plus que de jouer. Qu'est-ce que vous pouvez pluguer? Tout ce que vous voulez. Vous pouvez mettre pluguer un haut-parleur pour autant qu'il y ait un port USB. Voilà. Vous pouvez pluguer un haut-parleur à un écran pour autant que lui aussi ait de l'USB. Parce qu'il faut de l'USB partout dans les périphériques. Je peux mettre un microphone avec de l'USB, une souris bien sûr ayant de l'USB, un scanner possédant l'USB, une manette possédant l'USB, je peux mettre un modem possédant l'USB, l'imprimante possédant l'USB, des disques durs externes possédant l'USB, un piano,
un piano, comment est-ce qu'un synthétiseur possédant de l'USB, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, ce qu'on peut connecter par l'entremise de l'USB, c'est divers et varié. Hein. Mais une fois que vous avez de l'USB, vous pouvez faire du plug and play. Bon, parfois, ça nécessite des installations, bien sûr. Hein. Ça nécessite des installations d'équipement. Mais une fois qu'il a été installé, l'équipement, bon, vous pouvez déconnecter, connecter comme vous voulez. En plein, en pleine mise sous tension de l'ordinateur. Il ne faut pas le couper. Et voilà, voilà, il va vous le reconnaître automatiquement. Bien sûr, si vous avez installé l'équipement. Maintenant, il y a des installations qui sont reconnues directement par Windows parce que il est déjà préinstallé dans Windows, donc il va reconnaître directement l'élément, il va l'installer, il va déjà il est préinstallé, donc il le reconnaît directement. Donc, ce qui veut dire que aux équipements d'ordinateur, vous pouvez connecter des périphériques. Donc à la mainboard, là que j'ai mis, à cette mainboard, vous pouvez connecter des équipements au pourtour. Au pourtour. Alors, mais que contient le mainboard? Parce que c'est vrai que dans tout ce que j'ai dit là, dans tout ce que je vous ai dit ici, c'est bien. Il y a plein de tâches. Mais il y a plus de tâches que ça. Et alors, il y a un élément électronique qui va permettre de nombreuses tâches. Parce que déjà, lui, c'est déjà une sous-architecture. Il est déjà en sous-architecture. Donc, à une architecture, électronique qui va permettre la transmission de données et bien sûr la gestion du contrôle la gestion de l'adressage, la gestion du... C'est toute une gestion. Donc il va y avoir toute une gestion de l'adressage, une gestion des statuts. J'expliquerai ce que c'est que les statuts, hein, bon, plus en détail. Gestion des statuts, gestion des contrôles, ça aussi je vais expliquer. Gestion des transferts, hein, transfert des données. Alors, un transfert de données peut se faire à l'aide d'une affectation. Mais peut se faire par aussi un chargement, un load. Voilà, on peut avoir une affectation ou un load, chargement. Voilà, c'est un chargement, un load. Voilà, ça c'est la gestion des transferts de données par des affectations ou des chargements. Bien sûr, ces chargements peuvent être pris en lecture ou en écriture. Read and write. Read en lecture, write en écriture. Bon, la gestion de l'adressage, vous allez voir que l'adressage qui a été conçu, c'est une gestion d'adressage un peu spécifique. Je vous montrerai quand je verrai l'adressage. Qui va construire l'adressage? Je vais vous montrer encore une fois qui va construire l'adressage. Alors maintenant, ça c'est ma mainboard. Ma mainboard va permettre donc la gestion de l'adressage, la gestion des statuts, la gestion de contrôle, la gestion des transferts de données, la gestion de transfert de données. Oh là là, c'est un petit peu embêtant que je perds mes fils de mes idées, le fait d'écrire. Le fait de remettre en place, je peux perdre mes fils de mes idées, de savoir ce que je racontais, de plus dire des informations que j'aurais à l'esprit.
C'est un petit peu embêtant d'écrire en même temps d'expliquer. Voilà, ce que je voulais dire. Il faut que je me rappelle de ce que je voulais dire maintenant. J'ai une gestion d'adressage, une gestion des stations, une gestion des contrôles, une gestion des transferts de données, une gestion, et vous l'aurez compris, que ma mainboard peut être connectée à des éléments extérieurs, parce que la mainboard, elle fait déjà assez. Elle fait déjà assez. Bon, c'est de trop. Donc on va lui permettre de connecter des périphériques à cette mainboard. Donc je vais avoir le périphérique 1, périphérique, elle en fait assez. Elle en fait assez. Elle travaille déjà beaucoup. Hop, trop, elle est saturée. Elle est saturée. Donc on va... Enfin, elle en fait beaucoup, oui. Je m'excuse, c'est pas ça que je voulais dire. On pourra lui associer, si vous voulez, des périphériques. Elle pourra communiquer, c'est ça que je veux dire. C'est ça que je voulais dire. Elle pourra communiquer avec des périphériques extérieurs. Communiquer en lecture-écriture, périphérique 1, périphérique 2, périphérique 3, périphérique 4, périphérique que ce que vous voulez. Alors ces périphériques, qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ces périphériques? Ben, je vous ai dit, ça peut être, par rapport à la mainboard, ça peut être un écran, parce qu'il faut quand même visualiser les données. Un utilisateur, quand il est en face d'un ordinateur, il veut visualiser les données. Bon, l'ordinateur peut travailler seul, hein. À ce moment-là, il n'y a pas besoin de visualisation, il n'y a pas besoin d'écran. On n'a pas toujours besoin d'un écran. C'est un ordinateur, il est conçu pour faire un certain tâche qui n'a pas besoin d'être visualisé. Ben, on met l'ordinateur devant une machine, la machine travaille avec l'ordinateur, il n'y a pas besoin de visualiser les données. Voilà, c'est qu'elle a une fonction simple fixée par l'ordinateur. On met un ordinateur et la machine travaille avec l'ordinateur sans devoir aller voir quoi que ce soit. Si maintenant on devait aller voir quoi que ce soit, ben on peut toujours câbler un écran, c'est pas un problème. Un écran externe. Donc on peut avoir des périphériques extérieurs. Voilà. Et ces périphériques peut être bon, un écran, si vous voulez visualiser quelque chose. Si vous faites voilà, la musique, vous pouvez mettre un synthétiseur. Voilà, vous pouvez mettre des relais, hein, des relais électriques, hein. Vous pouvez mettre des relais électriques, vous pouvez mettre une CTN, vous pouvez mettre une CTP, vous pouvez mettre. Quand je parle de mainboard, c'est pas forcément un ordinateur en soi, hein. Ça peut être, voilà, ça peut être de l'Arduino, ça peut être voilà, un un- une carte micro-P, ça peut être une carte électronique micro-P, ça peut être, comment est-ce qu'on appelle ça? Un automate programmable. Voilà. En tout cas, tout ça, ils sont conçus pourquoi? Ben, pour dialoguer avec des périphériques. Dialoguer avec des périphériques. Ça peut être, voilà, un capteur de température, un capteur de pression, un capteur de ce que vous voulez. Ça peut être des capteurs extérieurs. Si on est dans l'industrie, c'est plus l'esprit de capteur de régulation qui va primer. Donc on va mettre des on peut mettre des ampoules, des LED, on peut mettre un feu rouge, on peut mettre ce qu'on veut. Ce qu'on veut, hein. Je veux dire, là c'est ouvert à l'automatisme. Bon, c'est ouvert à l'automatisme. On peut faire voilà, des contrôles d'automatisation, des contrôles voilà, de gestion de feux lumineux, de la gestion de tout ce qu'on veut. Voilà, c'est ouvert à tout, hein. Et donc là, qu'est-ce qu'on va mettre? Ben, on peut mettre un scanner, on peut mettre un modem, on peut mettre une ou des manettes de jeu, des joysticks, ce qu'on appelle des joysticks. On peut mettre voilà, des microphones, des haut-parleurs, je sais pas moi, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre une imprimante, on peut mettre des disques durs externes, des stations voilà, d'USB dédiées, c'est-à-dire que vous pouvez connecter plusieurs USB sur une station USB. Voilà, parce que parfois on n'a pas suffisamment d'USB au niveau, par exemple, si vous avez un clavier et que vous avez que deux USB, il vous reste encore ceux comment on appelle ça, de l'ordinateur. Si vous en avez que deux sur l'ordinateur, là, allez chercher ce qu'on appelle une station USB. Vous pouvez connecter plusieurs USB. Voilà. Je possède ça, hein, j'en possède un. Il y en a quatre, je crois. Je peux mettre dans ma station USB, je peux en mettre quatre. C'est tout petit, hein. Il ne faut pas aller chercher une grosse station USB. Voilà, c'est tout petit. Ça mesure quoi 8-9 cm. Voilà, et vous câblez plusieurs USB. Alors, avec ça, vous devez le câbler sur un port USB de votre ordinateur, par exemple. Donc, vous perdez un port qui est celui de votre ordinateur, mais vous en gagnez 4. Vous en gagnez 4 en mettant un. Vous en perdez un, mais vous en gagnez 4. Enfin, dans mon cas, j'en ai 4. Dans mon port de ma station USB, je peux en câbler 4. Donc, j'en perds un de mon ordinateur parce que je dois câbler la station USB. Voilà, je perds mon port USB de mon ordinateur, un des ports USB parce que j'en ai deux.
Mais j'en gagne 4 avec cette station USB. Maintenant, pourrait-on faire une démultiplication de stations USB? Je ne sais, j'en sais pas plus, hein. Vous pouvez en mettre plusieurs stations USB les uns à la suite des autres pour gagner plusieurs, démultiplier le nombre de stations USB. Mais maintenant, il faut voir si c'est possible aussi, hein. Il faut voir si c'est possible. C'est-à-dire que pourtant que je sois aidé par l'informatique ici. Voilà, j'ai mon ordinateur. Voilà, ça mesure, c'est pas grand chose, hein, c'est tout petit. Là, j'ai de l'USB, j'en ai 4. USB, 2, 3. Allez, je vais en mettre que 3. Là, normalement, sur l'ordinateur, on en a 2. Hein. J'en perds un. Mais là, je ne sais pas si on peut faire un jeu où, voilà, j'en remets un nouveau, où j'en gagne 3. J'en sais pas plus, hein, ça. Bon, faudrait peut-être essayer. Voilà, j'en remets un autre. Là, j'en aurais gagné 1, 2, 3, 4. Ouais, pour ça, c'est comme si j'avais rien fait. Non, parce que là, il y en a 3. 3. Si je mets des séries de 3, là, j'en ai 3 pour USB, 3 pour USB, 3 pour USB. J'en perds une, deux. Ouais, ici, ouais, je raconte peut-être une bêtise. Hein. Ouais, parce que là, je viens en. Ouais, j'en prendrais 2. Ouais, ça va, j'ai radé. Donc, on n'en câble qu'un seul. Là, j'en mettrais 3. 3, 1, 2, 3. De toute façon, on en vend par je ne sais pas combien. Hein. Peut-être 5, par 4, par 5, je ne sais pas par combien. Donc, vous en prenez un maximum. Donc, je vais raconter une bêtise. Voilà, donc les périphériques, ça peut être tout et n'importe quoi. Un thermomètre, ça peut être une sortie sur la commande d'un chauffage vers un relais qui va commander un chauffage, voilà, etc. Bon, on peut tout entrevoir. Hein. Commander des volets électriques, commander voilà, les interrupteurs de l'habitation, commander ce qu'on veut. Qu'est-ce qu'on peut commander? Je sais pas qu'est-ce qu'on peut commander. On peut commander tout, les fenêtres, commander des fenêtres, ouverture de fenêtres, ouverture de portes, commander ouverture de barrières, commander, je sais pas, des ouvertures, fermetures déjà, hein, de portes et commander un chauffage, commander. Bon, faut pas arriver à la fainéantise de vouloir commander porte de frigo non plus, parce que je vais bien même. Là, en ce moment, vous allez rester alité à votre lit et plus rien faire, et vous allez parler, vous allez tout commander. Bon, ça. Si, faut savoir bouger aussi dans la vie, donc on va pas tout commander. Hein. Bon, si, c'est bien d'avoir tout en possession, d'avoir une certaine aisance grâce à l'informatique. Mais maintenant, vouloir tout commander et ne plus rien faire, et ne plus rien fonctionner, c'est un petit peu embêtant aussi. Donc voilà, vous pouvez commander ce que vous voulez, donc des interrupteurs, voilà, des jets d'eau, une fontaine, une machine, une foreuse. Vous pouvez commander une foreuse à des temps déterminés, voilà, par programmation. Vous lancez voilà, un programme qui fait une programmation qui détecte l'heure pour laquelle vous devez faire fonctionner la machine pendant X temps. Ben, vous la faites tourner, une foreuse, je ne sais pas ce que vous pouvez faire fonctionner, des millions de choses. Hein peut tout faire fonctionner, je sais pas moi, un rangement automatique, pourquoi pas, un ascenseur, je sais pas, je sais pas, vous êtes maître de ce que vous voulez faire, c'est votre desiderata, voilà, vous voulez commander quoi, je sais pas ce que vous voulez commander, des ampoules, commandez des ampoules, là, vous allumez la chambre, là, dans la chambre, à telle heure, via un poste PC, voilà, pourquoi pas. Ce qu'on appelle de la domotique, hein. Vous pouvez faire d'automatisme, de la domotique. Vous gérez tout simplement des périphériques. Hein. Gérer des périphériques, vous leur dites quand est-ce qu'ils doivent être mis en œuvre, tout simplement par une gestion du temps. À quel moment ils doivent fonctionner. Sur quelle valeur. Voilà. Donc on a une gestion d'adressage, une gestion des stations, une gestion de contrôle, une gestion des transferts de données, une gestion de transfert de données sans affectation, bien sûr. Et bien sûr, vous aurez compris que euh, la mainboard cache une architecture, une architecture
très importante, qui est le cœur de la mainboard. Sans ça, sans cœur, il ne vit pas. La mainboard ne vit pas, vous aurez compris que c'est le microprocesseur. C'est le microprocesseur. Donc, qu'est-ce que c'est que le microprocesseur? Je le verrai en détail. Il contient aussi des registres. Hein. Des registres, il contient l'unité arithmétique logique. Voilà, il contient des registres. Et, et vous allez voir de quoi il est conçu. Je le verrai en détail. Le micro-P. Je verrai le micro-P en détail. Mais en tout cas, il contient aussi une sous-architecture de l'architecture. Il contient une sous-architecture et il permet de faire des calculs. Donc, l'élément qui va traiter, qui va tout traiter, qui va créer les adresses, parce que je vous ai dit, gestion de l'adressage, il faut concevoir les adresses, la conception des adresses, et voilà, le calcul, que ce soit les comparaisons, calcul logique ou opération logique ou calcul mathématique, les calculs mathématiques ou les opérations logiques se feront par le micro-P. Donc là, il va permettre de faire du calcul. Le microprocesseur va gérer beaucoup de choses et pourra faire du calcul. Il va faire de la gestion et du calcul. En gros, je vous montrerai exactement ce qu'il fera. Parce que c'est une sous-architecture. Il faut la prendre à part. Voilà, il faut la prendre à part. Il faut la prendre. Gestion, c'est pas avec un accent. Il faut la prendre à part. Il faut la prendre à part, le micro-P. Bon, mais maintenant, vous allez me dire, oui, mais les périphériques là qu'on a ici, j'ai des périphériques. Ah, je vous ai dit, on peut câbler ce qu'on veut. Hein. Vous faites ce qu'on veut, vous faites ce que vous voulez avec votre ordinateur. Je peux commander une pompe avec l'ordinateur, il n'y a pas de problème. Hein. Bon, maintenant, si vous devez commander trop d'éléments, si ça devient trop, je veux dire, industriel, commandez directement un automate programmable. Hein. Commandez directement un automate programmable, vous le commandez, il sera dédié à faire certains jobs. Comme ça, vous avez un ordinateur qui sera, qui sera dédié à certaines choses et l'automate programmable à d'autres. Hein. Bon, à un moment donné, quand l'ordinateur il en fait trop, il faut savoir aussi déléguer. Hein. C'est comme si dans une entreprise, il commence à avoir trop de tâches, on délègue, on va rechercher de nouvelles personnes pour faire ces nouvelles tâches. On ne va pas commencer à faire. Parce qu'à un moment donné, il y a saturation aussi. Hein. On ne peut pas faire ce qu'on veut, je vous l'ai dit. Il y a les limites des capacités voilà, de la gestion enfin d'un pack électronique. Hein. On est d'accord qu'il va y avoir des transferts de données, de la gestion de l'adressage, gestion des statuts, gestion de contrôle, gestion de transfert de données. Encore faut-il savoir combien de données qu'on va avoir. Voilà. Et s'il y a trop de données, ça ne suffit plus pour la gestion ne pourra plus être faite parce que à l'impossible, nul n'est tenu. Le processeur ne travaillera qu'à sa capacité de traitement. S'il n'est pas capable de traiter, je veux dire, toute une panoplie, je veux dire, de périphériques, il s'en sort plus et qui commence à ralentir parce qu'il fait beaucoup de gestion d'interruption où souvent il plante pour une raison ou une autre. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? On va déléguer des tâches comment ça s'appelle ça, un automate programmable. Hein. Les automates programmables vont ouvrir 10 moteurs, 15 moteurs, vont prendre des températures d'un endroit, vont commencer à commander un four, etc. etc. Donc là, on aura ce qu'on appelle l'automatisme industriel. Hein. On va gérer des périphériques. Voilà, bon, sachez que les périphériques qu'on aura, encore une fois, je vous ai dit qu'on a une architecture, pourtant que je trouve. Ouais. On a une architecture que voici. Et on a une architecture, une sous-architecture qui est micro-P. Mais sachez qu'il y a, pour gérer les périphériques, il y a de nouveau une nouvelle architecture qui va bien sûr dialoguer avec les périphériques. Et cette architecture-là, elle va dialoguer bien sûr avec
Bon, pour autant que je trouve ce qu'il faut, il y aura un dialogue entre les périphériques il y aura voilà, un dialogue entre les périphériques et le processeur par l'entremise d'une interface. D'une interface. Et ça, c'est ce qu'on appelle, c'est fondamental, c'est ce que je voulais arriver à ça, c'est ce qu'on appelle une interface de périphérique. C'est un circuit périphérique, circuit d'interfaçage périphérique. Circuit, c'est un circuit d'interfaçage périphérique, CIP. Voilà. Et c'est ça que je vais voir au fur et à mesure, c'est le circuit d'interfaçage périphérique. Mais pour ça, pour une première approche, vous devez savoir ce que c'est qu'une interface. Voilà. Qu'est-ce que c'est qu'un interfaçage entrée-sortie, d'entrée-sortie parallèle. Il faut déjà savoir ça. Et d'autres choses que je verrai au fur et à mesure. Mais pour une première vidéo, c'est bien. Donc voilà. Donc on a le micro P. Le micro P va dialoguer bien sûr dans les deux sens. Hein, parce que si j'y mets que. Le dialogue se fait dans les deux sens. Voilà, le dialogue se fait dans les deux sens. Le transfert il se fait dans les deux sens. Tout comme il se fait dans les deux sens, c'est un dialogue. Et quand il y a dialogue, ben, ça se fait dans les deux sens. Donc le traitement, transfert, etc. se fait dans les deux sens. Alors là, on a les périphériques qui sont connectés. Alors, cette gestion, la CIP va dépendre du circuit d'interfaçage périphérique. Il peut en avoir plusieurs, hein, circuits d'interfaçage périphérique. Bon, quand je mets, ici j'en ai mis un seul, mais il peut en avoir plusieurs. Et vous allez voir justement que, bon, ici c'est pour vous expliquer que il existe des circuits d'interfaçage périphérique, mais vous en ai mis qu'un seul. Mais je pourrais vous dire qu'il en existe plusieurs. Plusieurs. Alors pourquoi il en existe plusieurs? C'est simple, c'est toujours dans le but de décharger les jobs. Décharger les jobs, décharger les jobs, ça veut dire c'est comme quelqu'un qui est dans une entreprise, parce que c'est le meilleur exemple. Quelqu'un qui est dans une entreprise, ben, si on lui donne trop de jobs, à un moment donné, il va se sentir saturé. Et c'est toujours la même philosophie, c'est dès le moment où quelqu'un est saturé, qu'on va lui décharger des tâches, on lui décharge des tâches pour aller chercher, voilà, par le recrutement, une personne qui a des compétences plus spécialisées pour une tâche plus spécifique, plus spécialisée. Donc on décharge une personne d'une tâche spécialisée pour recruter une personne qui va être affectée à faire un job spécialisé.
Et donc on délègue les tâches. Et si on délègue les tâches, ça veut dire qu'on a de nouveaux personnels qui arrivent avec de nouvelles compétences. Et donc ici, c'est un peu la même chose. On va déléguer, si vous voulez, la gestion d'interfaçage par des circuits, d'autres circuits d'interfaçage. Donc on aura différents circuits d'interfaçage qui vont chacun jouer le rôle qui leur est dédié. Donc on n'aura pas qu'un seul CIP. Vous allez voir qu'on va avoir plusieurs types de CIP. Plusieurs types de CIP. Alors vous aurez compris que, ben, par exemple, si je prends un exemple, on aura par exemple l'interface clavier. Il va exister ce qu'on appelle l'interface. Si vous mettez un clavier, vous avez l'interface clavier. Il existera l'interface vidéo pour l'écran. Et ainsi de suite. Voilà. Alors on peut mettre une interface périphérique PIA, qui est un Peripheral Interface Adaptator. Voilà, à ce moment-là, je peux mettre des relais. Des relais sur le périphérique. Je peux câbler des relais, bien sûr, commandés par transistor, pour avoir, bien sûr, un circuit de puissance qui va ramener la puissance par transistor, et commander voilà, des relais. Donc là, je peux mettre ce qu'on appelle un PIA, Peripheral Interface Adaptator. Maintenant, ce que je peux mettre aussi, c'est... bon, le PIA, à différence du PIA, il n'y a pas de gestion d'adresse. Il n'y a pas de, voilà, de décodeur d'adresse. Par contre, si je mets un PPI, qui est un programmable, enfin, je sais pas comment se dit, programmable, je sais plus, le P, je sais plus ce que ça voulait dire, le P, programmable, I c'est interface, hein. Programmable, je sais plus. Enfin, je sais plus comment on appelle ça. Je sais plus comment on appelle ça, le programmable PPI c'est programmable peripheral interface, c'est ça, peripheral. P c'est peripheral. Donc c'est interface périphérique programmable. Donc là, là il possède un décodeur d'adresse, le PPI. Il y a un décodeur d'adresse. Le PPI, c'est une interface, voilà, décodeur d'adresse. Enfin, avec décodeur d'adresse. C'est une interface périphérique avec décodeur d'adresse. Alors que ce que je vous ai dit, le PIA, c'est une interface périphérique très simple, qui n'est pas doté voilà, de décodeur d'adresse. Il y a le PIA, il y a le, comment est-ce qu'on appelle ça, le PPI. Bon, il y en existe beaucoup, hein, des périphériques. Voilà, il y a voilà, pour périphérique clavier, périphérique, interface de périphérique clavier, interface de périphérique vidéo. Il y a, bien sûr, dans les transmissions de données longue distance, ben, on ne fait plus du parallèle. Je vous rappelle que le PIA, c'est du parallèle, hein. C'est des transmissions parallèles. Le PIA, c'est des transmissions parallèles. Donc maintenant, si vous voulez des communications, donc c'est en interne, hein, dans une mainboard. Maintenant, si vous voulez la transmission à distance, vous allez utiliser de transmission série, comme je l'ai expliqué. Là, à ce moment-là, vous allez utiliser voilà, de la CIA. Là, le modem va utiliser la CIA. Donc c'est de la synchrone, c'est une transmission série. Parce que dans les transmissions série, il y a les synchrones et les asynchrones. Voilà. Et là, ACIA, c'est la synchrone. La CIA, c'est de la synchrone. Voilà, et c'est tous des adaptateurs qui font. Voilà, il y a aussi l'UART. Hein. Bon, il y a l'UART. Alors les fabricants, il y a différents types de fabricants, dont un est Motorola. Pour les PIA, on retrouve le Motorola. Hein, bon, UART. Voilà, on peut avoir voilà, une interface UART. On peut avoir une interface
Voilà, donc on peut avoir plusieurs, voilà, circuits périphériques. Circuits pour périphériques. Voilà, voilà, des adaptateurs pour périphériques. On passe pas directement du micro-P au... Parce que le micro-P, il a ses tâches à lui, hein. C'est surtout ça. Le micro-P, il a ses tâches, hein. Le micro-P, il a ses tâches. Mais, il a ses tâches, mais il va aider l'interfaçage pour le dialogue avec le périphérique, hein. Voilà, il a ses tâches, mais c'est pas parce qu'il a ses tâches que ça y est, il ne travaille plus, hein. Il a ses tâches, mais il va quand même travailler. Puisqu'en fait, il va être en connexion avec les interfaces, enfin les systèmes d'interfaçage, tels que le PIA, PPI, ACIA, UART, etc. Il y en a toute une panoplie d'interfaçages. Voilà, on peut avoir des interfaçages parallèles, comme le PIA, l'interfaçage asynchrone, série asynchrone, comme la CIA, voilà, etc., etc. Avec tout ce qu'il y a derrière, hein, gestion de contrôle, gestion de statut, voilà, des registres, bien sûr, il y a des registres, voilà, parce qu'il faut bien, il y a des buffers qui permettent voilà, de temporiser les données, parce qu'elles ne sont pas traitées directement, hein. On les met dans un buffer, on les stocke, on dit écoute, tu restes là, je m'occupe de toi après. Voilà, je reviendrai après à toi quand j'aurai fait mes jobs, puis je reviens à toi. Ça se passe comme ça. Et le tout, c'est de transférer quoi? Rien que des données, hein. Donc les données, il faut construire. Vous voyez que rien que pour transférer des données, ben, on passe par tout un système d'interfaçage, hein. Il faut une gestion des adresses, voilà, de la handshaking, prise en main, la gestion de l'interruption, la gestion du chip, quel boîtier doit être utilisé, tralali, tralala. Donc il y a toute une logique derrière tout ça, hein. Il y a toute une logique. Bien sûr, la gestion voilà, du contrôle. Voilà, donc tout ça c'est pour vous dire que c'est la base, la base de la gestion du microprocesseur avec les interfaces adaptatrices permettent le dialogue avec, si vous voulez, des éléments extérieurs à la mainboard, c'est-à-dire avec des périphériques. Je vous rappelle que les périphériques ont des périphériques parce qu'ils sont extérieurs, voilà, au micro-P, hein. C'est tous les éléments qui tournent autour du micro-P, hein. Donc il faut bien connaître d'abord, avant tout, le micro-P. À côté de ça, après, bon, on se dit que bon, on a des périphériques qui peuvent être accordés au micro-P, mais pas directement. Il y a voilà, une gestion d'interfaçage parce que on délègue des tâches aux interfaces parce qu'il y a tellement de périphériques qu'il faut. Le micro-P n'est pas capable de gérer tous ces périphériques-là. Il peut les gérer, pour autant vous mettez à chaque fois des interfaces entre le micro-P et ses périphériques. Donc, demandez au périphérique de tout faire, il ne sait pas. S'il n'a pas autour de lui voilà, des éléments qui peuvent l'aider. Et chaque élément spécifique sera, bah, par exemple, si je prends le clavier, ben, il a son interfaçage spécifique, hein. Il y a l'interfaçage vidéo et clavier qui sont spécifiques à eux, donc il faut, voilà, c'est leur propre interfaçage qui leur est propre, hein. Voilà, c'est un interfaçage propre au clavier, propre comment on appelle ça, à l'écran. Voilà. Il n'y a pas un mélange Encore une fois, là, on ne fait pas des mélanges, hein. C'est une organisation, c'est une architecture organisée. C'est une architecture organisée où chaque, on va dire, composant va travailler souvent des jobs qui lui sont dédiés. Voilà. Donc, chaque composant est dédié à ces tâches qui lui sont... euh, on a fabriqué ces composants pour des tâches qui lui sont propres, qui lui sont dédiées. Donc pour ça, il faut comprendre d'abord, pour comprendre l'architecture voilà, interne de la, d'une voilà, d'une unité, on va dire, une architecture interne électronique, une architecture électronique de dialogue avec bien sûr dialogue, qui dit dialogue, dit prise en charge du dialogue, mais dit aussi prise en charge de la façon de dialoguer, de la façon
des messages en lui-même, mais dans ce dialogue peut avoir bien sûr des traitements, on va dire, mathématiques et logiques, c'est-à-dire que on aura dans ce dialogue des prises en charge de calcul. Hein. Le dialogue, bon, qu'est-ce qu'on dit dans le dialogue? Si on dit dans le dialogue, les datas, c'est de calculer une somme, ben, il faut faire cette somme. Qui fait cette somme? C'est MicroP. Hein. Vous comprendrez que bon, il n'y a pas que du dialogue, c'est pas que bon, il n'y a pas que du dialogue. Parfois, il y a de la réflexion, c'est une espèce de cerveau. Hein. Quand je disais tout à l'heure cœur, d'accord, mais c'est plutôt un cerveau plus qu'un cœur. Hein. Quand je dis cœur, le cœur serait plutôt, le battement serait plutôt le quartz. Le quartz, le quartz, c'est-à-dire le signal horloge. Le signal horloge, lui, il va cadencer voilà, le travail. Il va cadencer le travail au signal horloge. Voilà. Donc le vrai cœur, c'est pas. Quand je dis cœur, c'est le cœur. C'est pour. Quand je dis le micro-P, le cœur, c'est dans le sens où le cœur, le micro-P, veut dire a vocation à faire beaucoup de choses dans la mainboard. Tout va passer par le micro-P, c'est ça que je veux dire. C'est pour ça que je dis cœur, c'est pour centraliser. Tout va revenir au micro-P pour les traitements, c'est ça que je veux dire quand je dis cœur. Mais en vérité, le vrai cœur, c'est le quartz. C'est le battement, la fréquence horloge du quartz. Il va travailler une certaine cadence. Et ça, c'est le quartz qui va travailler une certaine cadence qui relie, bien sûr, le micro-P. Hein, il va travailler une certaine cadence, à point tel que ça va chauffer, et il faudra le refroidir par des systèmes de refroidissement avec voilà, de l'aluminium tout autour pour refroidir voilà, le micro-P. Et il existe différents types de micro-P. Voilà. Mais en tout cas, dans les micro-P, il y aura un dialogue avec les circuits périphériques dans la construction de l'adressage, donc dans l'adressage, dans la sélection du boîtier, c'est-à-dire du chip select, dans la lecture-écriture, read and write, dans la transmission de données, les data, et bien sûr du dialogue voilà, de statut, de bits de statut et de bits de contrôle. Alors, les bits de statut, bien sûr, iront du périphérique vers le micro-P. Et les bits, enfin, le bit ou le byte, parce que les statuts c'est un bit ou un byte, iront du micro-P au circuit périphérique. Par contre, enfin, je ne sais pas ce que je viens de dire, mais bon, ils iront, le bit ou le byte, ou l'octet, si vous voulez, de statut, ira du circuit périphérique vers le micro-P. Vers le micro-P. Il y aura par exemple, les données, elles seront bidirectionnelles. Elles auront deux directions. Les données elles vont aller du micro-P vers l'interface, le circuit périphérique d'interfaçage. Les données iront dans les deux sens. Par contre, bon, je peux vous montrer ça, et puis après je termine la vidéo, pour ne pas être trop long, parce que de toute façon je ferai des autres vidéos. Hein. Ce que je veux dire par là j'ai la mainboard. Bon, il y a là le micro-P qui est cadencé à une certaine fréquence de travail, cadence de travail. Là, j'ai l'interface donc de circuit périphérique et bien sûr sont connectés tous les périphériques. Enfin, connectés des périphériques ici sont connectés. Alors bien sûr, on aura dans le dialogue que je vous dis les datas. Ben, d'où viennent les datas? Ben, les datas ils viennent du périphérique. Hein. Voilà, les datas, ils sont en lecture ou en écriture. Ça dépend quel type de périphérique qu'on a. Hein. Il y a des périphériques. Si je prends une imprimante, bon, on va prendre, je sais pas moi, parfois, les données ne peuvent être que, que transmises, mais parfois il peut y avoir des lectures-écritures de certains périphériques. Par exemple, je pense à un haut-parleur. Un haut-parleur, ben, les données sont transmises au haut-parleur. Hein. Voilà, elles sont envoyées de manière normalement analogique au haut-parleur. Donc encore faut convertir les données, hein, parce que peut avoir des données qui passent par un convertisseur digital vers l'analogique, par exemple pour le haut-parleur. Parce qu'il faut de l'analogique pour le haut-parleur. Donc on aura ce qu'on appelle un convertisseur digital analogique. Donc on aura un CDA. CDA.
passera par un CDA. Si je mets un haut-parleur, donc là les données ne peuvent qu'aller vers le haut-parleur. Hein. Le haut-parleur ne renvoie pas des données vers le périphérique. Mais il y a des périphériques qui nécessitent une lecture-écriture. Enfin, une lecture, un transfert aller, un transfert retour. C'est-à-dire, il y aura des périphériques où on aura des lignes bidirectionnelles. Il y aura des périphériques, on aura uniquement du monodirectionnel. Ça dépendra le type de périphérique en présence. Bien sûr, on aura périphérique, on aura bien sûr tout ce qui est contrôle. Là, on aura du contrôle, mais le contrôle ici, il se fait que dans ce sens-là. Hein. Voilà. Du micro-P vers le circuit périphérique, vers le circuit d'interface périphérique. Donc, les bits de contrôle, ils passeront dans ce sens-là. Ce sera donc un octet, comme je vous ai dit, un byte de contrôle. Alors qu'ici, pour le statut, les statuts iront dans ce sens-là. Et là, on a soit un bit ou un byte de statut. Par contre, les datas, c'est dans les deux sens. Hein. On peut avoir des affectations dans les registres du micro-P, en aller ou en retour. Donc, les datas, ça c'est le statut, ça c'est le contrôle, et les datas. Bien sûr, les datas, je peux les mettre, voilà, je les mets ici, voilà, les datas sont là. Et à côté de ça, bien sûr, il y a toute une gestion que je vous ai expliqué, et ça je verrai. Hein. On a l'adressage, hein, provenant de micro-P, on a l'adressage, on a le chip select, on a le voilà, read and write. Est-ce que c'est une lecture ou une écriture? Est-ce que c'est un transfert en lecture ou en écriture? Chip select, gestion du boîtier, du chip, gestion du chip, par des, bien sûr, ben c'est via des bits, hein, c'est des bits que je vous montrerai. Chip select, c'est via des broches, c'est les broches, hein. Voilà, c'est des broches, c'est des brochages, c'est via des brochages qu'on fait tout ça. Et bien sûr, l'adressage, qui est important. Donc vous retrouvez ici l'adressage, les datas, traitement dans le micro-P, et voilà. Voilà, je vous remercie.